Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents. Je remercie donc tout d'abord Franck Lubé et la Cinémathèque de Toulouse pour leur invitation et leur accueil. Je suis très heureux de pouvoir évoquer le cinéma militant dans le cadre de cette très belle programmation qui effectivement essaie d'envisager de manière globale, de défaire un certain nombre de frontières ou de cadres déjà préétablis en croisant, comme l'a dit Franck en introduction, des questions d'ordre politique et des questions d'ordre esthétique. Alors, je commencerai en disant que mai 68, en tant qu'événement, a ouvert la voie, d'une certaine manière, à ce qu'on va appeler le cinéma militant dans les années 70, et qu'un critique de cinéma, qui s'appelle Guy Henbel, va essayer d'envisager et de définir. Et selon Guy Henbel, le cinéma militant, je cite, désigne des films qui généralement présentent la double caractéristique d'avoir été tournés avec de faibles budgets, en marge du système commercial de production-distribution, et de s'assigner une tâche d'intervention politique à court terme ou de pénétration idéologique à long terme. Ces années 68 sont marquées par l'apparition d'un grand nombre de collectifs de réalisations dont les profils, les démarches et les orientations sont multiples, sont aussi changeantes au fil de la période. Mais finalement, le collectif va venir en tant que modèle ou contre-modèle faire voler en éclats les notions d'auteur, de film, de spectateur. Ces collectifs sont généralement donc engagés dans les luttes politiques et sociales du moment, et ils vont intervenir sur des fronts pluriels. À l'époque, on envisage finalement deux types de fronts, des fronts principaux et des fronts secondaires. On appelle fronts principaux les fronts qui concernent justement les luttes liées au monde du travail ou au tiers-monde, et les luttes secondaires, donc c'est l'expression utilisée, ce qui concerne les mouvements de lutte des femmes, des homosexuels, contre le nucléaire par exemple, ou des travailleurs immigrés. Et à travers ces fronts de lutte, ces collectifs militants vont aussi expérimenter toute une gamme d'outils audiovisuels, certains finalement se spécialisant dans l'utilisation de tel ou tel format. Donc sont utilisés le 16 mm, qui est un petit peu le format roi sur la période, mais aussi des formats réduits, notamment le Super 8, et puis aussi la vidéo légère qui connaît alors son apparition à la fin des années 60 et au début des années 70 en France. Au fond, ces collectifs défendent l'idée d'un cinéma révolutionnaire qu'une partie de la critique cinématographique, qui elle aussi se radicalise sur la période, va opposer à un cinéma dit réformiste, un cinéma qui est un cinéma plus commercial, généralement un cinéma de fiction, et qui vise à toucher un plus large public. C'est ce que finalement on va appeler donc le cinéma de fiction de gauche, qui va rassembler des cinéastes comme Yves Boisset ou comme Costa Gavras, que l'on évoque également ici à la Cinémathèque. Alors, ce qui est important, c'est évidemment d'insister sur le fait que les trajectoires de ces collectifs et des membres qui les constituent sont évidemment importants à prendre en compte pour comprendre la manière dont se constituent ces collectifs, les luttes dans lesquelles ils s'engagent et leurs évolutions au fil de la période. Donc pour cela, il faut généralement remonter avant 68 à travers des moments mobilisateurs comme la guerre d'Algérie, évidemment, mais aussi les luttes anticoloniales, les mouvements de libération en Amérique latine, la relecture des textes marxistes au miroir de la Chine de Mao Tse-tung. Mais s'il y a un moment ou un élément fédérateur sur la période, c'est sans doute la guerre du Vietnam. En 1967, l'effort contre, la mobilisation contre la guerre du Vietnam se radicalise, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et au fond, cette mobilisation va incarner, on pourrait dire de manière générale, la remise en question de l'ordre mondial de l'après-guerre tel qu'il a pu s'établir, et aussi finalement devenir synonyme de lutte contre les formes d'oppression. Alors, une partie de la critique, du discours critique des années 70
et on pourrait dire que certains acteurs du cinéma militant aussi, lorsqu'on lit des textes de l'époque, ont pu entretenir l'idée d'une séparation entre d'un côté une avant-garde esthétique et de l'autre une avant-garde politique. C'est ce que résume très bien la formule de Claude Belly dans un article qu'il a publié en 1977 dans la revue Écran et qui a pour titre « L'avant-garde en question, la blanche ou la rouge ». La blanche serait donc l'avant-garde esthétique, le cinéma expérimental, et l'avant-garde rouge serait le cinéma militant. Donc, en prenant le parti de la programmation cinéma militant et groupe Zanzibar, cette conférence se propose d'envisager ce cinéma militant des années 68 à travers des démarches singulières d'une série de collectifs de réalisation dont les films sont actuellement diffusés à la Cinémathèque et selon des considérations d'ordre politique et esthétique. Je précise que j'emprunte le titre de la conférence, Révolution dans et par le cinéma, à un édito des Cahiers du cinéma d'août 1968 qui marque une rupture dans l'histoire de la revue, puisque à compter de cette date, la rédaction des Cahiers du cinéma, qui elle aussi a été profondément secouée par les événements de mai, va s'engager sur une voie nouvelle. Elle va s'attacher à définir le cinéma tel qu'il doit être fait pour travailler à la Révolution et la critique telle qu'elle doit être pratiquée pour servir le peuple. Donc c'est une évolution qui va courir jusqu'au milieu des années 70 et qui va notamment passer par l'abandon de la formule magazine avec photographie. L'expression « révolution dans et par le cinéma » me semblait bien résumer l'objet de cette conférence. Alors, je vais commencer donc en revenant à l'événement mai 68 pour comprendre effectivement comment ces collectifs militants vont se former et comment va naître aussi une réflexion autour du cinéma politique. Premier élément que l'on peut noter, c'est que contrairement à une idée reçue et qui est encore véhiculée, mai 68 est un événement qui a été très largement filmé. Et durant ces quelques semaines, c'est une parenthèse, des opérateurs vont justement arpenter les rues, investir les universités, pénétrer à l'intérieur des usines occupées. Et pour nombre d'entre eux, qu'ils soient d'ailleurs cinéastes professionnels ou cinéastes amateurs, la caméra est généralement un moyen de manifester leur engagement, de participer physiquement aux événements en cours aux côtés des mouvements étudiants et ouvriers, et aussi finalement d'enregistrer ces événements pour en garder la trace. Donc ces films de mai, c'est l'expression que l'on utilise communément, qui sont généralement réalisés de manière collective et indépendante, prennent place bien sûr dans un contexte médiatique élargi. D'abord parce qu'ils dénoncent, ils s'opposent à une information donc partielle, sous contrôle, donc sont visées précisément les actualités télévisées et les éditions de la presse filmée. Mais on peut dire aussi que par leur démarche, ils participent déjà à l'écriture d'une contre-histoire des événements en se positionnant du côté des mouvements de contestation. Les premiers cinéastes qui vont s'investir dans le mouvement qui vont commencer à tourner auprès du mouvement étudiant sont finalement des formations qui sont déjà constituées avant les événements de mai 68. On peut citer l'exemple du collectif, qui est dirigé par les réalisateurs Guy Chalon, Bernard Gesbert et Gérard Gosselin, qui vont réactiver, pourrait-on dire, une formation, un collectif de réalisation au tout début du mois de mai, collectif qui avait préexisté déjà pendant la guerre d'Algérie. Ce qui va être finalement un motif mobilisateur, c'est la dénonciation de la répression. Reviennent des mots d'ordre que vous avez sans doute entendus en 68, l'évocation notamment de la répression du métro Charonne à la fin de la guerre d'Algérie. Et donc ce moment-là va amener à la création de ce collectif qui va réaliser 2 courts-métrages, CCP, 75, 44, 66, et La société est une fleur carnivore, 2 films donc, qui sont tournés pendant le mois de mai et sans doute diffusés au début du mois de juin. Donc il va avoir une existence pendant les événements eux-mêmes.
Le deuxième groupe, que vous évoquerez également plus tard avec les rencontres de cinéastes, c'est le groupe ARC, donc Atelier de recherche cinématographique, qui est un collectif qui s'est formé à la fin de l'année 67, qui s'est vraiment structuré en février 67 autour d'une manifestation qui a eu lieu à Berlin contre la guerre du Vietnam et qui est très proche du mouvement du 22 mars à Nanterre. C'est un collectif donc déjà structuré, donc qui a les moyens de pouvoir tourner, de pouvoir filmer dès les premiers jours de mai 68, notamment un court-métrage qui s'intitule Ce n'est qu'un début, qui dure 10 minutes et qui est très intéressant parce qu'il concerne la première phase au fond de mai 68, qui est rarement couverte par les cinéastes militants, on va le voir ensuite. Cette période donc des premiers jours de mai jusqu'à la première nuit des barricades du 10 au 11 mai. Ce film, au fond, contient deux parties. Une première partie, donc portée par un commentaire en voix off, qui essaie d'inscrire le mouvement de contestation étudiante au sein d'une internationale en lutte et de rattacher la crise étudiante à des mouvements de grève en France au début de l'année 1968. Et une deuxième partie, dont je voudrais vous montrer un extrait, qui justement tente par le montage de restituer la fièvre des affrontements, des oppositions entre manifestants et forces de l'ordre. Alors, pendant qu'on essaie d'arranger le problème, je voudrais finalement dire, effectivement, ce qui est intéressant, vous allez voir dans l'extrait, c'est à la fois le travail sur le montage, donc un montage qui va utiliser donc des faux raccords, jump cuts, des accélérés, un montage très cut, des plans très courts. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'imaginer au fond la manière dont les opérateurs ont pu filmer ces plans, donc qui invite à questionner la position de l'opérateur au sein de l'événement lui-même. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on n'a pas une caméra qui est fixe sur pied, mais une caméra donc qui est portée, donc une caméra en mouvement. Donc les tremblés de la caméra, les mouvements de la caméra se font ressentir et révèlent la présence de l'opérateur. On n'a pas une caméra qui est rangée du côté des forces de l'ordre ou dans le no man's land, mais une caméra qui est ostensiblement posée du côté des manifestants, une caméra vivante au fond qui se situe du côté des manifestants. L'un des membres du groupe ARC, Pierre David, soulignait d'ailleurs que pour lui, je cite, la démarche militante, c'est à la fois filmer et être manifestant filmant. Les deux choses ne sont pas séparables. C'est ce que l'on ressent, je trouve, dans cette séquence. Alors, la profession cinématographique, elle, va finalement rejoindre le mouvement assez tardivement, puisque c'est le 17 mai que sont convoqués les États généraux du cinéma français. Donc, les États généraux du cinéma français, c'est d'abord une assemblée donc, qui réunit un millier de personnes dans la soirée du 17 mai à l'école de cinéma de la rue de Vaugirard. Une première assemblée qui va prendre un certain nombre de décisions. La première, c'est un mot d'ordre de grève générale et illimitée qui est lancé pour l'ensemble de la filière cinématographique, de la profession cinématographique, donc les tournages en cours vont s'interrompre.
Deuxième décision, l'interruption du Festival de Cannes, donc qui a une portée médiatique forte. Et troisième décision, la mise en place de groupes de réflexion qui vont essayer de penser une réforme possible, des réformes possibles du cinéma, donc de la filière cinématographique, donc de la production à la distribution, et également donc ce concerne les rapports cinéma et télévision, et l'enseignement donc de l'audiovisuel. Cette assemblée, elle est assez remarquable au fond, parce que finalement, elle va grossir au fil de la période, et surtout, elle témoigne d'une certaine unité, alors à l'échelle de ces quelques semaines de mai 68, d'une unité donc parce qu'elle rassemble des cinéastes, des techniciens, donc qui ont des profils, viennent d'horizons très différents, d'âge, de génération, même de cinéma très différents, qui vont se retrouver au sein de ces assemblées. Elle est aussi assez exceptionnelle parce que le cinéma français est un cinéma qui est à l'époque encore très marqué par l'importance des syndicats, et au fond, cette unité déborde aussi les formations syndicales. On peut penser que ce qui va jouer aussi un rôle moteur dans la mobilisation des professionnels du cinéma, c'est ce que la presse a appelé l'affaire Langlois, donc, qui a débuté en février 1968, une décision qui est prise par le conseil d'administration de la Cinémathèque française, soutenue par le ministère des Affaires culturelles, et qui demande le remplacement d'Henri Langlois et de l'équipe de la Cinémathèque française. Cette décision va susciter de très vives réactions du côté des cinéastes et des cinéphiles, la création d'un comité de défense de la Cinémathèque française et un affrontement par voie de presse interposée entre le pouvoir politique et les cinéastes. Au fond, ce qui va devenir un enjeu véritablement, c'est une question, c'est finalement la mainmise du pouvoir politique sur la culture qui est dénoncée par les cinéastes. Sans doute donc cette affaire Langlois, puisqu'elle va permettre la réintégration d'Henri Langlois dans ses fonctions, va jouer un rôle moteur dans la constitution des États généraux du cinéma et permettre donc que l'Assemblée se fédère. Toutefois, il faut constater que malgré tout, cette unité, c'est une unité donc qui va durer très peu de temps, et c'est une unité qui est néanmoins marquée déjà par quelques fissures, par quelques lignes de fracture. Et la première opposition va finalement intervenir entre des partisans donc de la grève et ceux pour qui il est nécessaire de mettre les caméras et les savoir-faire professionnels au service des mouvements étudiants et ouvriers. Ce qui amène à l'idée donc de mettre en place des groupes de réalisation au nom des États généraux du cinéma qui vont filmer ce qui se joue alors à Paris et en province. Donc, dès la fin du mois de mai, il y a à peu près une vingtaine d'équipes qui sont présentes sur le terrain et qui filment certains aspects du mouvement de 68. L'idée utopique, c'est de créer, au fond, de pouvoir aboutir à ce qu'on appelle un film de synthèse, c'est un film collectif dont chaque équipe serait responsable d'un chapitre. Et donc il y a vraiment cette volonté de faire un film qui serait un film collectif. Donc les images sont produites de manière anonyme, sans appartenance véritable. Elles visent la réalisation de ce film collectif. Alors parmi ces équipes qui sont présentes sur le terrain, certaines vont véritablement faire référence à tout un pan du cinéma documentaire qui provient du cinéma direct. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que dès la fin des années 50, début des années 60, on assiste à l'apparition de nouvelles techniques d'enregistrement avec des caméras plus légères, entre guillemets, elles sont encore lourdes, mais en tout cas elles permettent d'être maniées plus facilement. L'apparition de magnétophones qui permettent aussi un enregistrement du son synchrone et des chargeurs de pellicules plus importants qui permettent de filmer en plan séquence.
Donc ces innovations techniques sont à l'origine de ce qu'on va appeler le courant du cinéma direct, du cinéma vérité. Et on peut dire d'une certaine façon qu'en mai 68, certains vont justement utiliser ces moyens à disposition pour filmer au présent, pour filmer ce qui se joue alors dans les rues, les usines et les universités. Néanmoins, là aussi, toujours, il faut donc être prudent et constater que, d'une certaine façon, tout le monde ne tourne pas donc en son direct, tout le monde n'a pas accès, toutes les équipes n'ont pas accès à des moyens d'enregistrement synchrone, mais certains vont devoir utiliser des caméras non synchrones, d'autres de la pellicule périmée. On tourne aussi en pellicule et la pellicule est une denrée très, très rare. En mai 68, on ne tourne pas en vidéo. La vidéo légère va faire son apparition en France donc à la fin des années 68, au début de l'année 1969. Donc, qui dit tournage en pellicule dit aussi l'étape du laboratoire, donc qui rajoute un temps supplémentaire dans la fabrication des films. Donc, comprendre le statut des images filmées de mai 68 revient donc à distinguer des temps successifs, parfois inscrits sur une longue période, le moment du tournage, donc celui de la prise de vue, de l'enregistrement, puis celui du montage, celui de la mise en forme, et enfin celui de la diffusion. Ces différents temps vont parfois s'étaler sur pratiquement une année. Au sein des États généraux du cinéma naît aussi une réflexion autour du film comme arme de lutte politique. Il faut dire que les États généraux du cinéma ont choisi, dès leur constitution, une sorte de formule ou de slogan pour caractériser leur démarche. Vous la voyez tout en haut de cette petite notice de présentation des États généraux du cinéma. Par ailleurs, le cinéma est une arme. Cette formule, c'est en fait détournement d'une formule d'André Malraux qui apparaissait donc à la toute fin d'un de ses essais qu'il avait publié en 1946, Esquisse d'une psychologie du cinéma. Dans cet ouvrage, il insistait sur la dimension artistique, esthétique du cinéma, mais terminait par cette phrase « Par ailleurs, le cinéma est une industrie ». En détournant cette formule, en choisissant par ailleurs le cinéma est une arme, les États généraux du cinéma ajoutent, on pourrait dire, une troisième dimension, une troisième possibilité du cinéma, celui finalement du cinéma comme cette dimension politique du cinéma. Alors, premier constat que l'on peut faire, c'est que tout d'abord, mai 68 va agir de ce point de vue comme un accélérateur sur le plan théorique. Dès le mois de juillet, le montage des images de mai, leur diffusion en France et à l'étranger, va devenir, on pourrait dire, la préoccupation principale des États généraux du cinéma. Dans un bulletin qui est publié durant l'été 68, les membres des États généraux du cinéma notent ces films, les films de mai, tout d'abord, furent conçus pour la pratique immédiate, comme des instruments et non comme des œuvres. Ces films, en effet, ne sont aucunement considérés comme des produits achevés, refermés sur la plénitude de leur forme et sur la suffisance de leur contenu, capables de disperser à la fois les faits et leurs enseignements. De dispenser à la fois les faits et leurs enseignements, pardon. Ils sont au contraire les pièces d'un débat, un apport ouvert que les spectateurs doivent eux-mêmes discuter et compléter. Dans un autre texte, intitulé « Pour un cinéma militant », qui est publié quelques mois plus tard, les États généraux se prononcent en faveur de l'utilisation des films comme arme de lutte politique, aussi bien dans la réalisation que dans la diffusion. Cette autre conception du cinéma va imposer un nouveau modèle ou un contre-modèle de création, le collectif de réalisation. Dans le collectif de réalisation, les hiérarchies professionnelles, la notion d'auteur, l'identité même de l'œuvre cinématographique volent en éclats au profit d'un nous collectif. Les États généraux optent d'ailleurs pour une approche, une vision élargie du terme d'équipe cinématographique. On le perçoit dans ce troisième bulletin, donc publié en décembre 68, la réalisation des films tournés en mai et par la suite dans la même ligne a été un engagement politique des équipes qui ont travaillé dans le cadre des États généraux.
Le terme équipe englobe aussi bien les techniciens de cinéma que les travailleurs, étudiants, protagonistes qui ont permis la réalisation de ces films à un titre ou à un autre. La diffusion de ces documents ne peut et ne doit être que le prolongement de cet engagement politique. Donc, en d'autres termes, il s'agit donc d'inventer aussi un réseau de diffusion parallèle, indépendant du circuit commercial et qui refuse le cadre du spectacle, de la légalité existante. C'est pour cela que l'on refusera aussi finalement la reconnaissance du Centre national de la cinématographie. Alors le brouillage des frontières qui s'opère au sein du collectif, on pourrait dire la perméabilité des sphères d'activité, constitue une des dimensions essentielles de mai 68, qui a été étudiée par l'historienne américaine Christine Ross. Elle évoque des tentatives de déclassification et de bouleversement dans la détermination sociale des statuts. En mai 68, elle écrit toujours, les étudiants cessèrent de fonctionner comme des étudiants, les travailleurs comme des travailleurs et les paysans comme des paysans. Comme elle, on pourrait ajouter que les cinéastes vont cesser de fonctionner comme des cinéastes. L'après-mai va d'ailleurs pousser un certain nombre d'entre eux à la rencontre du monde ouvrier, et certains, proches notamment de la gauche prolétarienne ou du groupe d'extrême gauche Vive la Révolution, vont décider, choisir de prolonger leur engagement en s'établissant en usine comme ouvriers. Deuxième constat que l'on peut faire, c'est que mai 68 va jouer aussi, va agir comme un accélérateur d'un point de vue pratique. En marge des États généraux du cinéma, va s'inventer une forme cinématographique originale, le cinétract. Alors le cinétract se compose d'un assemblage de photographies, de cartons, d'intertitres, donc d'images fixes. Il est filmé dans la continuité, en une seule prise, sur une bobine de pellicule 16 mm. Aucune retouche n'est possible, pas de ciseaux, pas de colle, puisque le montage se fait à la prise de vue. Pas de son non plus, la place est laissée donc au discours en images, dont le but est l'agitation, la contestation ou la dénonciation. Les cinétracts sont conçus de manière collective et ne sont pas signés. Pour les identifier, ils portent simplement un numéro, comme on le voit ici avec le cinétract numéro 4. Les premiers cinétracts sont réalisés à Paris, mais l'expérience va se poursuivre en région, à Toulouse, en Avignon, à Rouen et aussi à l'étranger. Et cette expérience se mêle au fond l'esprit donc d'engagement et l'héritage cinématographique de mai 68 à des préoccupations plus immédiates. Une brochure va être éditée, j'avance un petit peu, cinétractée, pour justement définir ce qu'est un cinétract et pour inciter de nouveaux groupes à s'emparer de ce format et donc pouvoir en réaliser. La plupart des cinétracts puisent dans une même matière photographique, donc des clichés pris par des cinéastes, Jean-Luc Godard, Chris Marker, qui sont très certainement à l'origine de cette production, ou des photographes professionnels qui ont beaucoup photographié mai 68, Bruno Marbet, Gilles Caron, Élie Kagan. Des photos tirées aussi de la presse magazine, par exemple. La facilité et la rapidité d'exécution des cinétracts, leur durée, 3 minutes, et leur expérimentation en font des instruments de contre-information et d'agitation très efficaces et qui sont très adaptés donc, au mode de diffusion politique, notamment par la courte durée. On le voit par exemple avec ce cinétract, donc le cinétract numéro 4, donc, qui vise à dénoncer la répression policière. Une dynamique naît progressivement de l'association des photos. Donc ici, un garde mobile, donc, qui est des photographies qu'il envisage de différentes manières, jusqu'au gros plan. Puis finalement, donc, des gardes mobiles derrière les barricades, puis des gardes mobiles en action. Et puis ensuite, conséquence donc, de cette action, la répression et donc les victimes de cette répression. Donc uniquement par ces photos donc, et par l'assemblage-montage. On associe généralement à Jean-Luc Godard la série des films Tract qui finalement utilisent de manière différente ces photos ou ces cartons.
des associations libres d'idées, de collages, de citations, comme dans le film Tract numéro 8, où justement, là aussi la question des violences policières est en jeu, mais le cinétract va aussi découper la phrase « Les ouvriers ont pris le drapeau rouge de la Révolution des mains fragiles des étudiants » et transforme finalement cette phrase en finalement donc de nouvelles phrases, de nouveaux mots, en introduisant, on pourrait dire, des césures, des coupures à l'intérieur même de la phrase. Donc ici, donc, le drapeau rouge devient le drapeau rouge, donc à l'intérieur de ces intertitres, avec ici des formes nouvelles qui apparaissent à l'intérieur même des cartons, des mots qui s'inventent, la révolution devient l'art évolution. Et on aboutit ici finalement à, on pourrait dire, des phrases qui acquièrent une dimension spatiale au sein du carton, au sein de l'intertitre, et qui rappellent certaines formes poétiques, notamment la forme des calligrammes utilisés par Apollinaire, où les poèmes donc dessinent des formes en lien avec le contenu du poème. Alors cette pratique du cinétract, elle est très importante parce que justement, elle renvoie à l'idée du cinéma politique, du cinéma d'agitprop. Pour Jean-Luc Godard, finalement, elle correspond aussi à une piste qu'il est en train lui-même d'explorer. C'est ce qu'il explique dans un texte qui est publié dans cet ouvrage Godard des années Mao aux années 80, l'intérêt du cinétract est moins la diffusion que la fabrication. Cela a un intérêt local de travailler ensemble et de discuter. Cela fait progresser. Et puis la diffusion peut se faire dans les appartements, les réunions. On peut les échanger avec d'autres films de comités d'action voisins. Cela permet de repenser à un niveau très simple et très concret le cinéma. Cette fabrication peut faire comprendre aux gens qui font du cinéma qu'il faut travailler avec les gens qui n'en font pas. Et comme la fabrication est extrêmement simple, les gens qui n'en font pas comprennent que les problèmes de cinéma sont simples en fait et qu'ils ne sont compliqués que parce que la situation politique les complique. Donc déplacement des frontières, partage de l'outil cinéma, décloisonnement des disciplines artistiques. En juillet 68, Godard va justement concevoir un film tract intitulé Film Tract numéro 1968, avec le représentant de la figuration narrative, le peintre Gérard Fromanger, dans lequel une coulée de peinture rouge va déteindre progressivement sur le drapeau tricolore. Dans le carton générique, vous voyez ici en bas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir effectivement qu'il y a une inversion donc, des statuts, puisque le peintre est crédité de réalisateur et le cinéaste de simple technicien. Alors on peut rappeler enfin que le cinétract, en tant qu'instrument cinéma politique, témoigne aussi de la redécouverte du documentaire politique, des pratiques esthétiques théorisées dans les années 20-30 en Union soviétique. 3 références vont être fréquemment convoquées par les cinéastes et les collectifs de réalisation durant cette période. Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Alexandre Medvedkin, donc, qui défendent l'idée d'un cinéma au service d'un projet révolutionnaire. À la fin des années 60, les textes donc, de ces cinéastes sont redécouverts, comme ici dans les cahiers du cinéma, qui consacrent de très nombreux articles, de très commentaires, et les films aussi sont eux-mêmes revus. Mais cette actualité donc, de ce cinéma soviétique en croise une autre, celle des manifestes latino-américains qui expérimentent à leur tour les nouvelles formes de montage en lien avec les mouvements donc, anticolonialistes et anti-impérialistes. On pense aux actualités cubaines de Santiago Alvarez, donc, qui visent, je cite, à informer, mais aussi témoigner, mobiliser, instruire. Et puis, on pense aussi au documentaire Fleuve, L'heure des brasiers de Fernando Solanas et Octavio Retino, qui accompagne le manifeste vers un troisième cinéma qui défend l'idée, là aussi, d'un cinéma politique à côté du cinéma commercial et du cinéma d'auteur. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la présentation d'Oser lutter, oser vaincre, donc je passe.
pour évoquer donc un premier collectif qui est les groupes Medvedkin, hein, donc, qui sont des groupes qui vont se structurer à la fin de l'année 67 et qui vont être actifs jusqu'au milieu des années 70. Comme le rappelle l'historien Tanguy Perron, le cinéma militant des années 30 à 50 était essentiellement produit et diffusé par le Parti communiste français et la CGT, donc des organisations qui parlaient au nom de la classe ouvrière. Avec mai 68, le cinéma militant va refléter une plus grande diversité d'appartenances politiques et de sensibilités idéologiques, donc de l'orientation communiste jusqu'à l'extrême gauche révolutionnaire avec ses différentes sensibilités trotskistes, maoïstes, anarchistes. Ce qui caractérise un certain nombre de ces réalisateurs et collectifs militants, c'est une fascination pour le monde ouvrier, et on pourrait dire qu'il y a l'espoir qu'un cinéma ouvrier puisse exister au lendemain de mai 68. Et de ce point de vue, les groupes Medvedkin, donc à Besançon et de Sochaux, sont une manière très, très originale, très singulière, aussi très prolifique, de concevoir la création politique des images dans un échange entre Paris et la province, donc l'Est de la France, la Franche-Comté, et entre professionnels et amateurs. Pour comprendre la manière dont se constituent ces groupes, il faut remonter en amont, hein, et notamment à la fin des années 50, puisque c'est là que se crée le centre culturel populaire de Palente-les-Orchamps, donc à Besançon. Palente et les Orchamps sont deux quartiers donc de la ville qui connaissent finalement, donc qui sont à la fois qui s'agrandissent et connaissent une rénovation à la faveur justement du boom économique que connaît alors la ville. Donc c'est dans le cadre de ces quartiers que va se créer ce centre culturel qui va jouer un rôle très important tout au long des années 60, puisqu'il va, on pourrait dire, faire connaître par la littérature, la poésie, le théâtre, le cinéma, donc une partie donc des travailleurs de la région de Besançon. Et dès le milieu des années 60, un certain nombre donc des membres de ce centre vont aussi se déclarer militants culturels comme militants politiques, qu'il y a vraiment la volonté justement de défendre cette idée. Le point de départ de Medvedkin, c'est une grève qui va avoir lieu donc en février-mars 1967 à la Rodiaceta, qui est une usine de fabrication textile de Besançon. Une grève très originale, puisque c'est une grève qui va durer plusieurs semaines, grève avec occupation, et grève finalement qui ne porte pas uniquement sur la question des cadences horaires, sur la question des salaires. Donc l'usine Rodiaceta est une usine justement qui fonctionne sur les 4-8 et qui sur les 3-8 pardon, mais qui justement dont les conditions de travail sont très difficiles. Mais les motifs, les revendications des travailleurs portent aussi sur finalement des questions d'ordre, de conditions de vie aussi finalement, de statut finalement des travailleurs dans la société de consommation. Donc des questionnements qui débordent les revendications habituelles. Cette grève est en connexion constante avec le centre culturel et qui va animer dans les soirées, donc des soirées consacrées au théâtre, au cinéma, à la poésie. Des animateurs du centre culturel vont prendre contact avec un certain nombre de cinéastes, et notamment le cinéaste Chris Marker. Une lettre lui est envoyée avec une phrase « Si vous n'êtes pas en Chine ou à Cuba, venez à Besançon, il s'y passe des choses intéressantes ». Ceci pour effectivement donner un écho à la grève de cette usine. Chris Marker répond à la demande et il va suivre pendant quelques jours la grève, écrire un article qui est publié dans le Nouvel Observateur qui va donner un écho au conflit social. En décembre 1967, il y a une reprise de la grève pour dénoncer des licenciements abusifs, et c'est à cette occasion que les premiers tournages vont avoir lieu. Le tournage, c'est le tournage d'un film qui s'appelle À bientôt j'espère, qui est réalisé par des réalisateurs et des techniciens professionnels, Chris Marker et Mario Mare, donc le signe, donc qui fait le lien entre la grève donc de février-mars et la grève de décembre 1967.
Ce film, donc, À bientôt j'espère, donc, qui reprend les dernières paroles d'un ouvrier qui s'adresse au patron, hein, à bientôt j'espère, eh bien, va être projeté devant les ouvriers de l'usine Rodiaceta, donc en avril 1968. Et cette projection se passe très mal, puisque les ouvriers, finalement, donc, ne se reconnaissent pas dans la manière dont les cinéastes ont filmé le combat syndical. Ils trouvent le film trop triste, et le film aussi trop idéaliste dans sa manière de représenter les ouvriers. Cette discussion, hein, donc à l'issue de la projection du film, va donc amener à l'idée que pour qu'il y ait véritablement un cinéma ouvrier qui rende compte des conditions de vie et de travail, des luttes des ouvriers, il faut qu'il soit fait par les ouvriers eux-mêmes. Et donc c'est le point de départ de la création du groupe Medvedkin. Quelques semaines auparavant, déjà, des échanges étaient intervenus puisque des professionnels étaient venus former des membres, donc des travailleurs, des ouvriers, au maniement de la caméra. À l'appareil photo, donc ici des stages organisés par ici Ethel Bloom, donc stage d'initiation à la photographie, ou ici atelier de prise de vue avec Jacques Loiseleux, donc pour apprendre le maniement de la caméra. Un groupe se constitue, donc, qui donc, va utiliser ces moyens audiovisuels, et c'est sans doute donc, à l'initiative de Chris Marker qui va prendre le nom de Medvedkin, en référence au cinéaste donc, Alexandre Medvedkin, qui, dans les années 30, avait créé ce qu'on appelait le ciné-train, qui était une unité mobile, donc pourvue donc, d'un équipement, d'un laboratoire, pour justement pouvoir sillonner donc, les régions de l'Union soviétique et pouvoir rendre compte des conditions de vie des paysans, des mineurs, des ouvriers, pouvoir les filmer, pouvoir développer la pellicule, faire un montage donc, sommaire et pouvoir projeter ensuite pour permettre la discussion, le débat. Donc c'est en référence à ce cinéaste qu'est créé le groupe Medvedkin de Besançon. Le premier film donc, qui va être produit s'appelle Classe de lutte. Et il est réalisé donc à la faveur donc de la grève de mai 68. Le film donc dessine le portrait d'une ouvrière, Suzanne Zedé, donc qui devient militante pendant les événements de mai 68, et le film suit son parcours tout au long de cette année jusqu'au début de l'année 69. Donc des enthousiasmes du printemps 68 jusqu'aux déceptions ou désillusions du début de l'année 69, puisqu'elle a à subir donc des mesures d'intimidation à partir du moment où elle devient militante syndicale. Ce qui est intéressant avec Classe de lutte, c'est que le film donc, est un film à la fois sur le parcours de cette ouvrière qui devient militante, mais aussi finalement un film qui s'affiche comme un manifeste cinématographique pour défendre l'idée d'un cinéma militant ouvrier. Je voudrais vous montrer le tout début du film, donc la séquence d'ouverture, je la commenterai ensuite. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. A cualquier se va
2, Donc, comme je le disais, la séquence d'ouverture de cette première réalisation est révélatrice donc de la double ambition du film. Classe de lutte est d'abord le portrait d'une ouvrière, donc, pour qui la grève du printemps 68 apparaît comme un événement fondateur et comme un point de rupture. Un petit peu plus loin, donc, dans cette séquence d'ouverture, on voit effectivement dans quelques plans résumer ce passage d'ouvrière à militante. Suzanne a été filmée en décembre 67 dans À bientôt j'espère. Elle est filmée en mai 68 et elle devient effectivement militante, appelant ses collègues donc à refuser de reprendre le travail. Et puis également, on voit que c'est aussi un manifeste cinématographique par les nombreuses références qui sont faites, à commencer par cette phrase: le cinéma n'est pas une magie, c'est une technique et une science, une technique née d'une science, mise au service d'une volonté, la volonté qu'ont les travailleurs de se libérer. Et puis cela passe également par ce générique qui devient effectivement, qui caractérise bien l'idée du collectif, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de mentions qui sont de crédits qui apparaissent, mais une liste de noms classés par ordre alphabétique de manière indifférenciée. Ce qui est intéressant, c'est si on faisait un décryptage donc de ces listes de noms où apparaissent les noms de Jean-Luc Godard, de Joris Ivens ou de René Vauthier, et qu'on faisait une étude approfondie, on s'apercevrait que ces cinéastes-là n'ont pas du tout participé à la réalisation du film. Mais ils ont apporté, d'une façon ou d'une autre, une aide au projet collectif du groupe Medvedkin. Donc ce générique collectif, au fond, est une manière aussi d'afficher une solidarité, d'afficher des remerciements. Jean-Luc Godard a prêté une caméra, René Vauthier et Joris Ivens sont venus présenter des films et ont nourri des débats et des discussions autour de l'utilisation du cinéma. Bref, c'est une vision beaucoup plus large du collectif militant. Alors entre 68 et 70, à Besançon, on a toute une série de films qui vont être réalisés, généralement des films de court-métrage, et qui sont là pour rendre compte des conditions de vie et de travail des ouvriers. Rhodia 48, qui est au fond une sorte de scopitone, l'ancêtre du clip, une mise en image d'une chanson de Colette Mani, qui avait notamment consacré une partie d'un de ses albums à la Rodiaceta, à la grève de la Rodiaceta. Et puis la série Images de la nouvelle société, donc qui vise le projet donc d'une France moderne porté par Jacques Chaban-Delmas, pour finalement dénoncer ce projet en mettant en avant les conditions de vie et de travail des ouvriers de Besançon. Ce qui est intéressant dans la série Images de la nouvelle société, c'est la manière dont le groupe va utiliser les montages coup de poing qui sont utilisés justement par les cinéastes cubains. Je vous en montre un extrait très, très court. Alors ces films Images de la nouvelle société sont des films donc courts et durent moins de 10 minutes, donc ils sont faits très rapidement, donc en 16 mm, inversibles. L'idée c'est vraiment de trouver un magazine de contre-information qui puisse réagir notamment aux actualités télévisées et aux actualités filmées. En 1970, le groupe donc va se déplacer, en tout cas un nouveau groupe va apparaître donc à Sochaux, qui va remplacer celui de Besançon, et qui va réaliser alors quelques films là aussi très très singuliers.
des films essais, mais surtout un film qui témoigne là aussi d'expérimentations nouvelles dans la manière d'utiliser le cinéma pour questions politiques. C'est le film Week-end à Sochaux. Week-end à Sochaux est un film entièrement donc écrit et interprété par les ouvriers de l'usine Peugeot de Sochaux, qui dénoncent là aussi les conditions d'embauche, de logement, de travail des ouvriers. Dans ce film, il y a à la fois des séquences documentaires, des interviews face caméra avec les ouvriers, des séquences où les ouvriers aussi discutent, commentent le film qu'ils ont réalisé, et puis des scénettes humoristiques, satiriques, interprétées par les ouvriers eux-mêmes, qui dénoncent là aussi les conditions de travail ou les logiques en cours. Donc c'est ici finalement utiliser l'humour comme un moyen de dénonciation à travers ces scénettes satiriques. L'expérience des groupes Medvedkin se termine en 1974, donc par un film qui est signé Bruno Muel. Le film est soutenu par le groupe, mais finalement c'est le réalisateur qui le signe en tant que tel, avec Le sang des autres, qui est un film donc documentaire très, très dur sur le travail à la chaîne. Mais c'est bien d'évoquer cette figure Bruno Muel. On évoque très souvent Chris Marker pour les groupes Medvedkin. Bruno Muel qui a été vraiment le trait d'union aussi entre le groupe de Besançon et le groupe de Sochaux, et dont le parcours est très intéressant de ce point de vue-là, puisque dès les années 60, Bruno Muel a tourné en Algérie, mais aussi il a tourné en Amérique latine, au sein donc des mouvements de guérilla des FARC en Colombie. Et dès cette période, il avait déjà confié une caméra à des membres de cette guérilla, et quelques temps après, il a reçu un film tourné justement par les membres de cette guérilla. On trouve déjà dans cette évocation, on est là en 1965-66, déjà finalement les prémices de ce que seront aussi les groupes Medvedkin, dans cette volonté de donner la caméra, que finalement les gens en lutte s'emparent de l'outil caméra. Le groupe suivant que je voudrais évoquer, c'est le groupe Dziga Vertov, dont la formule célèbre faire politiquement des films politiques va définir là aussi une autre conception du cinéma militant. C'est en janvier 69 que le groupe Dziga Vertov va être créé. Il réunit Jean-Pierre Gorin, qui est un jeune militant de l'Union des jeunesses communistes marxistes léninistes, Jean-Henri Roger, qui est lui aussi étudiant, des techniciens de cinéma, et surtout Jean-Luc Godard, qui va demeurer la figure emblématique du groupe. Alors, là aussi, il faudrait, mais le temps me manque, évoquer le parcours de Jean-Luc Godard dans cette deuxième moitié des années 60, qui connaît une accélération politique à partir de films tels que La Chinoise, par exemple, qui est réalisé en 1967, mais aussi d'un film collectif qui va jouer un rôle très important sur cette période, qui est Loin du Vietnam. Donc Loin du Vietnam, qui est un film réalisé au cours de l'année 1967, et qui finalement relance le rêve, l'utopie d'un film collectif réunissant des personnalités, des individualités très fortes. Au générique de Loin du Vietnam, il y a des réalisateurs connus, reconnus à l'époque, Alain Resnais, William Klein, Joris Ivens, Agnès Varda, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, mais aussi près d'une centaine donc de techniciens du cinéma, des gens venant des lettres, des arts, qui vont se mobiliser contre la guerre au Vietnam, ou plus précisément en solidarité avec le peuple nord-vietnamien, comme l'indique donc un des cartons du film. Politique, Loin du Vietnam l'est d'abord par son sujet, donc la guerre du Vietnam dont on a dit en introduction qu'elle joue un rôle très important sur cette période, une actualité immédiate, et plus que d'ailleurs que le déroulement du conflit, ce qui intéresse le film, c'est le traitement médiatique qui est fait de ce conflit. Et politique, ce film, Loin du Vietnam, est aussi par sa forme. Donc une forme composite, puisque le film est composé de plusieurs chapitres, pris en charge par des réalisateurs différents. Il croise les regards, confronte les sensibilités, questionne les points de vue,
pour construire un champ de réflexion et d'analyse à distance. Ce que dit déjà aussi le titre, Loin du Vietnam, c'est aussi cette position de distance. C'est un film qui va au fond ouvrir dès 67 des questionnements nouveaux sur les modalités d'élaboration politique des images. Le segment qui est signé par Jean-Luc Godard, ou en tout cas que réalise Jean-Luc Godard, intitulé Caméra Eye, est là aussi très intéressant. D'abord parce qu'il rend déjà hommage à Dziga Vertov, au manifeste du ciné-œil, par son titre, mais aussi parce que Jean-Luc Godard finalement se met en scène derrière cette imposante caméra Mitchell, en évoquant finalement l'impossibilité qui a été la sienne de partir au Vietnam pour filmer. Donc il filme depuis Paris. Et son film est au fond un long monologue pour évoquer justement son impossibilité d'être parti et finalement son questionnement de cinéaste. Qu'est-ce que c'est finalement qu'être cinéaste? Qu'est-ce que c'est que s'engager par le cinéma? Dans ce court segment de Loin du Vietnam, on trouve déjà au fond les prémices de ce que va être aussi des influences du groupe Dziga Vertov. L'influence de Brecht dans la volonté effectivement de renvoyer le spectateur à sa position de spectateur et l'influence de Dziga Vertov. En 68, on l'a dit aussi, Godard va être très présent sur le terrain, à Cannes, lors de l'interruption du festival, en filmant dans les rues, en réalisant des ciné-tracts ou même sur les murs de 68 à travers des slogans qui témoignent aussi de son importance, de sa présence médiatique à la fin des années 60. Fin du mois de mai, il part à Londres pour filmer, pour réaliser One Plus One, qui filme à la fois des scénettes interprétées par des militants des Black Panthers américains, mais aussi les séances d'enregistrement du groupe des Rolling Stones. Et puis, durant l'été 68, il va réaliser Un film comme les autres, qui sera plus tard rattaché à la production du groupe Dziga Vertov. Un film très singulier, puis c'est un film qui revient sur les événements de mai 68. Des ouvriers et des étudiants sont filmés, et leurs paroles sont enregistrées. Comme vous le voyez ici, leur visage n'est jamais vu, ils sont filmés à distance, cachés par des hautes herbes. Ce qui importe finalement, c'est leurs paroles, le discours qu'ils portent sur les événements. Et ces échanges, ces discussions sont entrecoupés d'images, de manifestations de mai 68, qui sont déjà finalement des images d'archives sur des événements pourtant récents. Sur la bande-son s'entremêlent aussi des extraits de textes théoriques, idéologiques, français et étrangers. Un film comme les autres va être reçu par une partie de la critique très engagée justement comme un modèle à suivre. D'ailleurs, le titre, Un film comme les autres, est en fait une antiphrase. Au fond, c'est un film qui est totalement différent des autres, mais qui témoigne aussi de l'humour de Godard. Au fond, ce film va accompagner aussi toute une réflexion justement sur la dimension idéologique, la charge idéologique du dispositif cinématographique. L'idée finalement de faire un cinéma révolutionnaire, ce serait aussi de casser l'impression de réalité, la fascination que peut exercer le cinéma sur les spectateurs. Et de ce point de vue-là, Un film comme les autres apparaît comme une voie possible qui se défait du côté célébration ou triomphaliste du cinéma militant. Le groupe Dziga Vertov va apparaître, va voir le jour au début de l'année 1969, et il passe d'abord par une remise en question de la notion d'auteur. C'est ce qu'évoque ici, qu'affirme ici Jean-Luc Godard dans un entretien à Tribune Socialiste en janvier 69. Faire un film fait partie d'une certaine lutte, et si l'on dit que l'on s'allie à cette lutte, il faut bien voir où l'on est et si l'on est capable d'y aider. Pour filmer d'une manière politiquement juste, il faut se lier aux gens dont on pense qu'ils sont politiquement justes, c'est-à-dire ceux qui sont opprimés, qui subissent la répression et qui combattent cette répression, et se mettre à leur service. Apprendre en même temps que leur apprendre. Abandonner de faire des films, abandonner la notion d'auteur telle qu'elle était, c'est là qu'on voit la trahison, le révisionnisme intégral. La notion d'auteur est une notion complètement réactionnaire. Donc pour un cinéaste qui a été un
comment dire, représentants de la politique des auteurs, hein, donc dans les années 50, près des cahiers du cinéma, de la nouvelle vague, c'est effectivement une remise en question de sa position qui apparaît ici. Le groupe Dziga Vertov va réaliser à peu près une demi-douzaine de films. Ce sont des essais théoriques qui ont été généralement produits par des chaînes de télévision étrangères, mais qui vont avoir une diffusion extrêmement confidentielle. Le film qui va d'une certaine façon apparaître comme le film manifeste du groupe, c'est le film Vent d'Est. Au départ de Vent d'Est, il y a un projet de scénario d'un western gauchiste dont les premières lignes ont été écrites par Daniel Cohn-Bendit. Et donc un tournage est lancé, il doit se réaliser en Italie, près de Rome. Mais très vite, finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est un tournage qui rassemble à la fois des militants français et des militants italiens, donc Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, Anne Diemzinski, l'acteur Gian Maria Volonté et puis le réalisateur brésilien Glauber Rocha. Et puis au fond, Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin vont donner une tonalité différente à ce projet et en faire donc un essai, un film manifeste. Dans ce film apparaît notamment la volonté de se positionner, et de se positionner, on pourrait dire d'abord politiquement, en se rangeant du côté finalement donc de l'engagement maoïste, et se positionner du côté aussi de l'histoire du cinéma, puisque dans le film apparaît l'opposition entre donc deux cinéastes, deux héritages possibles, d'un côté Dziga Vertov, de l'autre Eisenstein. Le groupe choisit effectivement l'exemple de Dziga Vertov. Donc choisir effectivement un cinéma au présent contre un cinéma glorifiant les luttes du passé, un cinéma plutôt documentaire contre un cinéma donc utilisant ou employant des acteurs, c'est finalement cet exemple-là qui est choisi, qui est retenu par le groupe. Alors bien sûr, en travaillant sur le groupe Dziga Vertov, qui constitue finalement une période très particulière, hein, puisque c'est finalement tout ce que l'avant-scène cinéma appelait la période des films invisibles de Jean-Luc Godard. Donc il y aura un retour en 72 avec Tout va bien dans le circuit commercial. On s'aperçoit néanmoins que c'est aussi un groupe qui, même s'il essaie de mettre de côté la notion d'auteur et puis la figure de Jean-Luc Godard, au fond, celle-ci ne fait que revenir. C'est effectivement la voix de Godard, la présence de Godard dans ces films. Et puis on peut se dire aussi que ces films, généralement, ont pu être faits aussi parce que l'un des membres était Jean-Luc Godard. Alors, puisque j'ai un peu débordé, je vais avancer, donc passer sur le groupe Cinélutte, je pourrais répondre à des questions s'il y en a, et terminer par le groupe Zanzibar pour faire le lien avec la programmation. Donc ce groupe Zanzibar, donc, qui va être actif sur la période 68-72, qui va défendre un cinéma farouchement indépendant, donc qui se positionne dans la même période d'activité que le groupe Medvedkin, que le groupe Dziga Vertov, mais qui incarne une voix tout à fait singulière. D'abord parce qu'effectivement, on peut le rattacher plutôt, on pourrait dire, à des questions d'ordre formel, des questions d'ordre esthétique. Alors c'est rappeler tout d'abord que dans cette fin des années 60, au fond, du côté déjà du cinéma expérimental, du cinéma d'avant-garde, la dimension politique n'est pas totalement absente, au contraire, elle est tout à fait affichée. D'abord, les circuits de diffusion font découvrir les avant-gardes cinématographiques new-yorkaises, les représentants du mouvement underground, du New American Cinema Group par exemple. En 1967, le Festival international du film expérimental de Knokke-le-Zout en Belgique présente des films expérimentaux européens, américains et japonais, mais déjà en marge, on trouve justement des représentants, donc ce qu'on appelle les provos néerlandais, les représentants de l'université critique donc berlinoise, le Living Theater de Julien Beck ou les happenings de Jean-Jacques Lebel. Et la même année, donc à Paris, Henri Langlois organise une rétrospective avant-garde pop et beatnik qui fait découvrir également les films de Jonas Mekas ou d'Andy Warhol.
De la même manière, on peut penser à un cinéaste aussi comme Maurice Lemaître, hein, qui va aussi, durant cette période, projeter des classiques, des avant-gardes, dadaïstes, surréalistes, lettristes, oubliés depuis la fin des années 50 dans ces ciné-clubs. De la même manière, on assiste à des tentatives de décloisonnement des disciplines, peinture, musique, cinéma, et des lieux de production artistique. Il s'agit de sortir des ateliers, de sortir des galeries, de sortir des musées. En 1964, par exemple, le Salon de la jeune peinture affiche son intention de déplacer le débat du plan esthétique, c'est-à-dire du plan des rapports entre l'art et l'histoire de l'art, pour le déplacer sur le seul plan donc des rapports de l'art et de l'histoire. Et puis, on peut dire aussi qu'un certain nombre de galeristes, comme par exemple Claude Givaudan, vont ne pas hésiter à projeter des films dans cet espace dédié plutôt à des toiles. Donc, on retrouve dès 1968 la projection donc, de films de cinéastes tels que Pierre Clémenti, Jean-Luc Godard, William Klein, Charles Maton ou Daniel Pomeroy. Alors le groupe Zanzibar, qui tire son nom d'une lettre d'Arthur Rimbaud ou bien d'un rêve d'Afrique, réunit une jeune génération de créateurs venus d'horizons différents et qui vise justement à remettre en question les lieux et les conventions de production artistique. En son sein, on trouve des peintres, des écrivains, des critiques, des cinéastes, des techniciens, des actrices et des modèles. Et puis, on pourrait aussi l'associer à la bande de la Coupole, hein, qui est aussi un groupe qui va jouer un rôle très important. Pierre Clémenti, Jean-Pierre Calfon, Valérie Lagrange, qui est l'une des plus créatives du moment et qui finalement fait connaître aussi tout le mouvement des artistes de la contre-culture américaine. Les membres de Zanzibar sont nourris de films, notamment de films muets qu'ils ont découverts à la Cinémathèque française et qui vont influencer leur cinéma. Ils sont nourris aussi de films underground américains, de poésie et de peinture. Et pour Philippe Garrel, par exemple, hein, c'est l'influence de Jean-Luc Godard qui est manifeste. Alors, l'étude de Salif Chefto, qui est une étude pionnière consacrée à ce groupe Zanzibar, permet d'identifier quelques repères dans l'apparition de ce qu'elle appelle une association informelle. Jackie Reynal dira, elle, que ce n'est pas un collectif, mais un groupe de personnalités. D'abord une photo qui est prise donc en avril 68 lors des rencontres du jeune cinéma de hier, qui vont consacrer le film de Philippe Garrel, Marie pour mémoire, en lui attribuant le Grand Prix. Et puis la publication donc de 4 textes manifestes en juin 68 dans la revue d'Alain Jouffroy, Opus International, des manifestes justement qui encouragent la libre expression personnelle et appellent, je cite, au saisissement agressif du spectateur. Donc ici Marie pour mémoire et donc Opus International. Alors le film qui va d'une certaine façon incarner la démarche de Zanzibar, c'est le film Détruisez-vous, donc qui est tourné en avril 68 à la faculté de Nanterre et monté, terminé au lendemain de mai 68 et qui se place sous le double parrainage de la chinoise et de la collectionneuse d'Éric Romer, où apparaissent donc de futurs représentants de Zanzibar, Daniel Pomeroy, Alain Jouffroy, et où on a même une séquence au tout début du film où Daniel Pomeroy et Alain Jouffroy échangent autour d'une des œuvres de Daniel Pomeroy, cet objet hors saisie, donc cette boîte entourée de lames de rasoir. Ce film, donc Détruisez-vous, va d'une certaine façon inaugurer une série de productions qu'on peut qualifier de sauvages, une quinzaine de titres hors normes, tournés généralement en 35 mm, sans scénario, sans générique, sans autorisation, financés aussi sans exigence de rendement par une mécène, Sylvina Boissonnas. Si cette production s'affiche comme marginale par rapport au cinéma dominant, on peut dire qu'elle est aussi du point de vue du cinéma expérimental, par les moyens qu'elle utilise, du matériel professionnel, des rails de travelling, le 35 mm on l'a dit,
parfois le format cinémascope, voire des matériels de pointe, par exemple le procédé flash qui est utilisé dans Ici et maintenant, qui permet justement de donner à la pellicule un aspect semi-négatif, ou bien le téléobjectif ou le télescope qui est utilisé dans Vite de Daniel Pomeroy. Et puis un cinéma aussi qui est servi par des techniciens aguerris qui possèdent une solide maîtrise formelle, comme le directeur de la photo Henri Alcan, qui travaillera notamment avec Serge Barre. Zanzibar est à l'origine d'un cinéma intransigeant qui est marqué par l'expérience narrative, le dépouillement formel, le choix du plan séquence, l'abstraction, la photogénie, et puis la volonté d'en appeler aussi au présent et au spectateur. Les films sont projetés à la Cinémathèque française, mais connaissent au fond une diffusion confidentielle qui va d'ailleurs être plutôt malmenée après la dispersion du groupe autour de 1970, après une expédition avortée vers l'Afrique. Mais les films finalement vont rentrer dès 70 grâce à l'initiative de Sylvina Boissonnas et d'Olivier Mossé dans un catalogue, le New French Film, dans lequel justement figure la mention Zanzibar Film. Alors derrière leur rigueur esthétique, leur aspect énigmatique, les films du groupe n'en sont pas pour autant coupés du monde et des préoccupations du moment. Pour le cinéaste Patrick Deval, je cite, « Les films présentés sous le label Zanzibar ont été fomentés autour de mai 68, avant prophétiquement, pendant factuellement, après mélancoliquement ». En mai 68, justement, certains membres du groupe, dont Philippe Garrel, vont participer à la réalisation d'ambitieuses actualités révolutionnaires qui ont été récemment redécouvertes en 35 mm et en voiture décapotable. Selon Philippe Garrel, justement, il s'agissait donc de proposer, en tout cas de réaliser des actualités révolutionnaires qui seraient antispectaculaires. Donc qui mêleraient certes des plans de mai 68, mais souvent sous des formes très forme de flash, on pourrait dire, mais des séquences justement qui éviteraient cette dimension-là. De même, la révolution, le passage à l'action, le refus de la peur et de la médiocrité sont au cœur des monologues de Détruisez-vous, qui convoquent aussi la guerre du Vietnam ou les émeutes dans les ghettos noirs américains. On peut entendre, il faut faire les choses à fond, les gens ne vont jamais jusqu'au bout. Quand on fait la révolution, il faut la faire jusqu'au bout. Le passé, ça n'a aucun intérêt, sauf pour se projeter dans le futur. Changer quoi ? Tout changer. C'est ce que finalement s'entend murmurer donc l'un des personnages du film. Donc vu d'aujourd'hui, le film de Serge Barre, Détruisez-vous, frappe aussi on pourrait dire par sa lucidité, son absence de triomphalisme par rapport au cinéma militant, en confondant déjà secrètement espoir et désillusion. Tu es au bord des larmes comme on est au bord d'une révolution, s'entend murmurer Caroline de Binderne dans le film Détruisez-vous, dont l'expression du visage ne cesse de changer tout au long du film. Tantôt sourire aux lèvres, tantôt maquillage d'effet. Aux violences donc imposées par la société, que l'on retrouve dans Le Révélateur ou dans le travelling circulaire mimant une décapitation dans Acéphale, Zanzibar oppose, on pourrait dire, une violence de l'expression en reprenant une formule d'Alain Jouffroy. Le silence, le murmure, la respiration face au trop-plein de paroles, l'individu déambulant souvent seul face à la foule, les sifflements, les cris, les crachats comme invectives, l'imagination et le rêve autant que la réalité. Donc des films qui ne cessent de questionner le sens, d'interroger la compréhension et qui obligent à regarder autrement, comme dans l'ouverture de Deux fois de Jackie Reynal qui est tournée donc à Barcelone en septembre 69.
Et maintenant, vous allez voir une fillette dans un train. Ensuite, je vous raconterai quelques petites histoires. Puis nous passerons à la séquence de la pharmacie. À la fin, il y aura une chute réelle. Pour la séquence sur l'homme, nous verrons simultanément un très gros plan sur fond de ciel, des oiseaux, une place, l'homme dans une rue, l'homme qui dort, l'homme qui rêve. Nous verrons aussi une ville, un lieu non identifiable, des conversations courantes. Cette soirée sera la fin de la signification. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bien, je termine cette traversée du cinéma méditant par cet extrait. Je vous remercie.